Philippe, peut-être passons au prochain orateur. Merci beaucoup. Donc, le prochain orateur et dernier orateur de la matinée est Romain Nicot de Lille pour Impression 3D en pédagogie chirurgicale, l'expérience en chirurgie maxillofaciale de 2 essais randomisés contrôlés portant sur 584 étudiants en médecine. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Je vais couper la vidéo pour éviter, comme les précédents orateurs, les soucis de connexion. Voilà, donc, bonjour à tous, je suis le docteur Romain Nicot, je suis maître de conférence en chirurgie maxillofaciale au CHU de Lille. Et donc, mon propos aujourd'hui, c'est de vous parler de l'impression 3D en pédagogie et de vous faire partager cette expérience qui a débuté il y a maintenant à peu près 5 ans et pour laquelle nous avons réalisé 2 essais randomisés contrôlés afin d'évaluer la qualité de la pédagogie qui était réalisée. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, pourquoi nous sommes intéressés à l'impression 3D en pédagogie? Tout simplement parce que la chirurgie maxillofaciale et en particulier l'anatomie crânio-faciale est complexe, qu'elle nécessite des capacités de représentation spatiale et que ceci a des conséquences mécaniques, notamment en termes de déplacement fracturaire, comme ça peut être le cas dans les autres disciplines traumatiques. Alors, l'impression 3D, je ne vais pas revenir dessus. Là, je vous ai mis cette photo de notre première imprimante, celle que nous utilisions il y a 7 ans, qui permet de réaliser des objets personnalisés, fiables, reproductibles et surtout peu coûteux et transportables, notamment au lit du patient. On pourra y revenir après. Le process de fabrication est similaire à ceux qui ont été proposés dans les précédentes communications. À savoir qu'on part d'un fichier scanner qui est soit normal, soit pathologique, et par un procédé de segmentation, on arrive à un modèle physique. Alors moi, j'utilise également des logiciels en accès libre. En revanche, moi, j'utilise un processus de segmentation manuelle de façon à obtenir directement l'objet souhaité sans avoir à le remodifier pour retirer les artefacts, notamment qui sont présents lorsqu'on fait une segmentation semi-automatique avec des logiciels en libre accès actuellement. La deuxième étape, c'est qu'on peut modifier ces objets en 3D. Là, par exemple, vous avez l'addition d'une fracture de mandibule sur une mandibule saine et vous avez un petit plot qui est rajouté et qui permet de stabiliser le déplacement fracturaire dans le positionnement souhaité. Ensuite, on communique avec l'imprimante. Vous voyez qu'on peut numéroter les modèles lorsque on en utilise beaucoup pour des séances de pédagogie avec de nombreux étudiants. Et ensuite, on passe à l'impression de ce modèle qui peut durer de quelques minutes à plusieurs heures en fonction de la complexité du modèle et surtout de la finesse dans le rendu qu'on souhaite obtenir. Alors, je vous ai coupé les vidéos, mais l'objet de cette diapo, c'est de vous montrer qu'au final, on a type de séances de 2D avec des étudiants qui ont leur bouquin et qui rajoutent à ça donc un modèle en 3D qu'ils peuvent utiliser et qui permet une interactivité avec l'enseignant pour les séances notamment là, de traumatologie faciale. Alors, comment est-ce qu'on a testé cet outil pédagogique? On a fait 2 essais. Le premier est celui-là. Donc, on a inclus tous les étudiants de médecins de notre faculté de médecine, donc 432 étudiants, qu'on a randomisés en 2 bras. Un bras qui avait l'outil en 3 dimensions et un bras qui avait les photos de la même fracture, mais donc en représentation 3D, mais sur un support papier, donc un format 2D. Les étudiants étaient évalués le jour même sous la forme d'un questionnaire de QCM avec une partie du QCM qui permettait de vérifier la comparabilité des groupes et l'autre partie qui permettait d'évaluer l'outil avec un certain nombre de questions et tout était corrigé informatiquement, c'est-à-dire que la feuille de QCM était corrigée informatiquement. Il y avait un rattrapage
parce que d'un point de vue méthodologique, si on avait montré une efficacité de l'un des deux bras, il fallait que les étudiants ne puissent pas se retourner sur la faculté pour un problème d'équité au vu des examens. Les facteurs de confusion étaient nécessairement le sexe, la question sur les jeux vidéo, puisque ça peut impacter la représentation 3D. Il y avait une question de représentation spatiale avec un cube qu'il était nécessaire de reconstituer en 3 dimensions. La question sur les connaissances antérieures de l'impression 3D et la note moyenne aux examens scolaires afin de comparer les deux populations d'études. On a évalué sur 10 QCM de 5 questions sous un format PowerPoint diffusé sur un écran minuté. Ils avaient 40 secondes par QCM pour répondre. Et donc, il y avait des questions biomécaniques, des questions d'anatomie et des questions diagnostiques. Les groupes étaient globalement comparables, à part concernant l'antécédent d'impression 3D, mais qui finalement, il y avait finalement qu'un seul étudiant qui avait déjà eu une imprimante 3D. Le reste, c'était des gens qui avaient eu un contact, mais qui ne disposaient pas d'un contact régulier. On a montré une différence significative de compréhension à l'aide des modèles 3D en faveur des modèles 3D. Alors, on s'est ensuite posé la question de savoir si, effectivement, les étudiants comprennent mieux, mais est-ce que l'information est retenue plus longtemps lorsque l'on propose les modèles 3D. Et donc, on a imaginé un deuxième essai qui, cette fois-ci, est réalisé dans un autre centre sur 97 étudiants à qui on réalise un cours sur les craniosténoses pendant 15 minutes, qui est commun. Et ensuite, il y a une randomisation dans 2 bras. Un bras qui va manipuler pendant le reste de l'ED les modèles 3D de craniosténose et l'autre bras qui va avoir des photos standardisées de ces modèles 3D sans pour autant les toucher. L'évaluation a été faite au cours d'une deuxième séance qui avait lieu entre 3 semaines et 1 mois suivant la phase de randomisation. Il y avait à ce moment-là une correction qui était faite avec un rattrapage de manière, encore une fois, à ne pas léser les étudiants. L'évaluation a été faite sous la forme d'un QCM de 15 questions où leur proposer des crânes normaux ou des vues de craniosténose assez atypiques de façon à ce qu'ils puissent se mettre en condition et voir si la représentation spatiale avait été améliorée à l'aide de ces modèles 3D. Donc, je vous donne ici une représentation des modèles 3D de craniosténose. Il y avait globalement 4 craniosténoses qui avaient été imprimées pour chaque étudiant, donc la scaphocéphalie, la trigono, la plagiocéphalie et la brachycéphalie. Les groupes étaient complètement comparables sur les critères de confusion et on a montré une différence très significative entre les 2 groupes en faveur d'une amélioration de la rétention d'informations à long terme ou à moyen terme en faveur du groupe qui avait bénéficié des modèles 3D. Alors, en guise de discussion, les avantages, c'est que la visualisation 3D et la manipulation de structures complexes est possible en intégrant notamment la composante mécanique. Il y a une possibilité infinie de réaliser des fractures telles qu'elles sont souhaitées par l'examinateur. C'est fait à faible coût. Ça nécessite, notamment une fois qu'on a acquis une imprimante à bas coût de quelques centaines d'euros, du matériel qui est à faible coût. C'est facilement transposable au lit du patient. Là, vous avez un exemple au cours d'une mission humanitaire que j'ai faite au Cambodge il y a 2 ans, où j'avais apporté des modèles de façon à faire de l'information et de l'enseignement aux internes locaux. Et ensuite, c'est transposable à n'importe quelle discipline qui utilise l'anatomie dans son enseignement. Alors, les limites de cet outil, c'est effectivement la manipulation, puisqu'on est en période Covid, et donc on se rend compte qu'effectivement, la manipulation va générer de nouveaux soucis pour ce type d'enseignement. Et ensuite, il y a le problème de la chaîne de recyclage qui va être à développer à l'avenir. Alors, je vous mets cette citation. Donc, l'imprimerie est à l'écriture ce que l'écriture avait été au hiéroglyphe. Et donc, je vous laisse imaginer la place que peut avoir aujourd'hui l'impression 3D par rapport à l'imprimerie classique dans l'enseignement,
Avant, donc, on enseignait les craniosténoses avec ce schéma qui est connu de la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, en tout cas pour notre part, on l'enseigne de la façon suivante, c'est-à-dire avec des modèles imprimés en 3D qui permettent une meilleure adhésion des étudiants et une meilleure compréhension et rétention à long terme. En guise de perspective, on peut utiliser ces modèles 3D dans d'autres formes d'information. Vous avez à gauche l'information qui est faite aux patients qui ont des traumatismes faciaux complexes avant leur intervention. Et un autre essai qu'on est en train de réaliser également, c'est celle du développement de l'impression prénatale, où on imprime notamment pour les patients aveugles des échographies prénatales afin qu'ils puissent bénéficier également de la compréhension de cette information haptique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très très belle communication, une fois de plus, sur l'éducation et la pédagogie, et qui montre à quel point le 3D apporte des éléments supplémentaires de compréhension et facilite la compréhension. Merci aussi pour cette étude d'évaluation très belle, avec un approfondissement des facteurs confondants et des conclusions qui sont solides et fortes sur la qualité qu'apporte et le plus qu'apportent ces 3D. Personnellement, je n'ai pas de questions ou de commentaires particuliers supplémentaires. Peut-être que Maxime a une question. Merci beaucoup, Romain, cette présentation. Effectivement, c'est passionnant et encore une fois, on touche du doigt les difficultés pour montrer la pédagogie, pour l'évaluation aussi, parce que c'est très compliqué. Comme l'a très justement dit Philippe, l'évaluation des différents facteurs est très, très pertinente. Je suis d'accord sur le fait que le côté haptique, finalement, du toucher a son importance, d'autant plus dans les craniosténoses, pour vraiment se rendre compte. Ça fait partie aussi de l'examen clinique, la palpation du crâne. Et donc là, c'est quelque chose d'important. Sur la limite de manipulation, bon, j'espère qu'on va sortir des crises sanitaires et qu'on va pouvoir manipuler à nouveau. Ça va être compliqué. Je pense par contre que s'il y a un travail suivant, peut-être qui sera réalisé, ça sera justement de pouvoir comparer avec non plus les classiques photos que l'on a sur bouquin, mais sur un modèle 3D sur tablette pour avoir un 3D en flat, à plat, versus le crâne. Et on peut même imaginer encore après ce modèle 3D, pas sur tablette, mais sur réalité virtuelle, versus après le modèle physique. Sachant que, bien entendu, le modèle physique aura toujours sa place, étant donné encore cette nécessité de toucher, de pouvoir manipuler. Ça, j'en reste convaincu. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail. Merci, c'est effectivement une très bonne idée pour un prochain essai. Merci beaucoup à tous. Vous avez été excellents. Vous avez rempli votre contrat et dans les limites des horaires prévus par Dominique Franco. Il est 12h30 passé. Nous avons rendez-vous pour la deuxième session de l'après-midi qui sera également en 2 parties avec une conférence de Corinne Vons. Nous avons rendez-vous à 14h. La prudence serait de se brancher vers 13h45 pour qu'on puisse commencer à 14h. Je vous remercie à tous et bon appétit.